Et salut les gens, comment ça va ? Bien ou quoi ? Bonsoir, ça va super. Bah écoutez, moi ça va mieux, hein. Ça allait pas ? Ouais, je me suis posé un peu là, je me suis reposé. Dépressif Ah ouais. du podcast. Ah ouais, pardon, ouais. Bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast qui fait bader, ouais, trop bien. Le podcast au cours duquel on parle d'horreur, mais aussi de tristesse, de somme, et parfois d'amour aussi. Oh. Ah oui. Ouais, oui. Faut qu'on réagisse, mais, sinon il est... mais il me laisse, de toute façon c'est ma vie hein, de prendre des vents. Donc le podcast du frisson mou. Bouh. Alors, on a fait les onomatopées, c'est bon, on est content. Bon alors ça va ? Vous êtes bien installés hein ? Bah oui. Chacune a ce qu'il lui faut. Oui. Si c'est pas le cas, vous pouvez demander à Brice. Alors je balance direct. Le thème du jour c'est les cheveux mais aussi les poils et c'est Camille qui a choisi. Alors, vous le savez ici, pas de problème. Hein. Grande liberté dans le choix des thèmes, ce qui permet d'aborder des films divers et variés, de ne pas se cantonner à des tier lists de films de zombies, des films de vampires, de slashers ou encore de home invasion pour les plus précis d'entre vous. C'est très bien, mais le deal c'est qu'il faut écrire une intro qui, je vous l'accorde, n'a plus vocation du tout depuis longtemps à introduire le thème. Mais là quand même, sérieux les gars, les cheveux. Les poils. Ah si, attends, anecdote. La calvasse de mon père, ce traumatisme. Big up, hein, évidemment. Depuis que je suis enfant, je vois ces golfs s'éclaircir telle une pelouse qui crame en été. Sa tonsure se clairsemait tel un champ de bataille. C'est sympa. L'été dernier, nous étions chez mes parents. Nous prenions l'apéro sur la terrasse en toute bienveillance. Et d'un coup d'un seul, ma mère m'épouille. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, je sais pas. Bref, et là, le drame. Oula, mais ça s'éclaircit, s'exclame-t-elle en regardant le dessus de mon crâne. Et voilà, depuis ça me hante. Je passe mon temps à me regarder le dessus de la tête dès que j'en ai l'occasion. Et une année de psychanalyse supplémentaire. Merci maman. Mais bon, je ne suis pas là que pour parler de moi, vous avez l'habitude, hein. Camille, ça va ? Bah, ça va, c'est juste que les cheveux prennent une grande place dans ma vie. Ouais. Et dans les conversations, effectivement, avec les amis. Donc je me suis dit que c'était un bon thème pour moi. Voilà, merci de te justifier. C'était bien la fête de la musique ? Ah bah très bien. Bon. Trop de monde, trop de gens. Mais très bien. Lola, ça va ? Mais ça va, moi je préfère les poils au sens large. D'accord, ok. Bon, écoute, vous faites ce que vous voulez de cette information. Et Lélé, la frite Lélé ? La frite, ouais. Lélé, la frite, La j'aime frite, bien. ouais. frite Moi, au faut que je poil. me coupe les cheveux, j'ai trop chaud là, c'est l'été. Ouais. Mais t'as une barbe très bien entretenue, toi, toujours. Non, à chaque en fois. plus là, tu dis ça, mais regarde, je suis pas bien rasé. Ouais, mais non, moi je peux rien dire. Je peux la gratter contre le micro. Ah oui. Ah non, attends. Si vous payez, Léo frotte sa barbe contre le micro pendant 30 minutes. Mais faut payer, faut donner de l'argent globalement là. Et à la technique, l'homme à la chevelure déblée. He is the one man Paris Music Day, l'homme de la fête de la musique. Brice Chevelisse à la technique. Bravo Brice. Bravo. L'horreur du dimanche, épisode 56. 55. C'est pas grave. Damn it. J'arriverai jamais. Zut. C'est parti, c'est maintenant et on commence avec le film. Je crois que le film que Camille a sélectionné. Oui, et moi je vais vous parler de Belladonna of Sadness. このごちそう殿が賞味なされた後揃うてたっぷりと味わうがよい。中世は教会と領主の支配する世界。その暴力は貧しい村娘ジャンヌをも打ち砕く。誰か助けて、私と夫を助けて。暗黒に叫ぶその声に女の心に眠る悪魔が答えた。悪魔。そう、それが俺の名だ。さあ、俺の女房、お前は何が欲しい？何でも叶えてやるぞ。何がしでかしたい？悪いことがしたいわ。何？悪いことなら何でも。
Waouh. On a trop compris. Waouh. D'ailleurs, c'était pas en VF là. Hein. Non. Ouais, vraiment pas. Non. C'est abusé. Hein. Moi, je l'ai vu en japonais, effectivement. J'espère que vous aussi. Ouais. Parce que les voix sont quand même ont une place très importante. Étant donné que c'est un animé dont je parle aujourd'hui. En fait, toute la justification du thème pour moi, c'était parce que je voulais voir absolument ce film d'animation, donc Belladonna of Sadness, qui date de 1973 et que l'on doit à Eiichi Yamamoto. C'est un film que j'avais effectivement dans ma liste depuis très longtemps parce qu'il a des qualités esthétiques absolument incroyables et il y a des dessins notamment de chevelure complètement folles et donc voilà. Et il y a énormément de cul aussi. Oui, bon, ça, évidemment, il en faut un petit peu quand même. On peut commencer à me connaître. Donc voilà. Alors, Belladonna of Sadness, c'est donc un film qui est sorti en 1973 au Japon et qui est inspiré d'un essai français qui s'appelle La sorcière, que l'on doit à... comment il s'appelle ? Jules Michelet. Ouais, Jules Michelet. Voilà, c'est ça exactement. C'est un essai un peu particulier parce que c'est Attends. Léo, il vient de montrer son petit carnet de notes en mode... C'est comme s'il avait marqué des points auprès de la maîtresse parce qu'il avait écrit le nom du gars. C'était il fait de la concurrence avec moi. Moi aussi, je l'avais écrit, t'inquiète pas. C'était juste magnifique. que je ne retrouve plus mes notes. Jules Michelet. Moi, je l'ai dit. Un essai écrit par Jules Michelet qui est un peu particulier parce que c'est entre l'essai et le roman historique. Et je crois que c'est un texte qui est assez particulier parce qu'en fait, il mélange beaucoup la fiction, la croyance et les faits. Et ce texte est sorti en 1862. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Belladonna of Sadness ancre son action dans une espèce de Moyen-Âge fantasmé. En tout cas, on n'est pas au Japon, on est plutôt en Occident. Et ça commence comme tout bon conte de fées. Il était une fois Jeanne, donc notre héroïne, qui vit dans un village et qui est folle amoureuse de son mec qui s'appelle Jean. Bon. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu trouver mieux, on ne sait pas. Mais... Non. Donc Jeanne et Jean sont... Et donc pas Jeanne et Serge. Non. Allez. Personne ne l'a. Non, je sais pas, non. C'est vrai Non. Jeanne et Si. Serge. Ben, c'est Serge. Bon, bref. Ouais, écoute, Pas la même génération, non, le c'est mur ça, de c'est- Berlin qui est tombé entre-temps. C'est ça. J'arrivais ferai d'Internet. Voilà. Je te ferai écouter Internet, les zouzous c'est qu'il n'y a pas comme que j'ai- nous. Bon, Ah. bref. Donc Jeanne et Jean sont très amoureux. Mais le problème, c'est que ce sont des cerfs. Oui. Voilà. Pas des animaux. Oui, mais je dis pas. Des cerfs. Le film est bizarre, ouais. Et donc, pour se marier, ils doivent absolument demander l'autorisation à leur seigneur pour autoriser donc l'union. Évidemment, vous le voyez venir, le seigneur est en fait un tyran machiavélique avec sa femme absolument affreuse, dont on ne voit pas les cheveux d'ailleurs, je tiens à le signaler. Hein. C'est vrai qu'on voit jamais ses cheveux. personnage ouais. féminin qui a une espèce de... qui Une ressemble coiffe, un peu... quoi. Ouais, une coiffe. Mhm. Qui ressemble un peu à Maleficent, là. Oui. Dans- Ah C'est vrai. ouais, Angelina Jolie. Exactement. Ouais. Et donc, le seigneur et sa femme refusent de marier les jeunes époux, enfin les jeunes fiancés, et conditionnent leur autorisation au versement d'une espèce de taxe extrêmement élevée. Alors, je ne sais plus combien de 10 vaches. Il lui demande 10 de vaches. ouais. vaches, il faut. Et en plus, ils étendent ça à tout le village. Enfin bref, machin. Mais il y a une autre solution sinon. Solution qu'on retrouve dans toute l'humanité, manifestement, qui est de prendre la virginité de Jeanne, tout simplement. Et donc là, il y a une scène extrêmement violente, avec une violence symbolique hyper forte, où Jeanne est déchirée en deux et donc subit un viol. Elle rentre chez elle suite à cette épreuve et retrouve donc son amoureux pour lui dire c'est super, on peut se marier maintenant. Évidemment, Jean, que l'on appellera l'empate, décide de l'étrangler à ce moment-là. Donc, désespérée, impuissante et en train de faire du fuseau, pendant que Jean, toujours l'empate, ronfle, en fait, Jeanne rencontre le diable, tout simplement. Alors, on ne sait pas trop si c'est le diable ou si c'est elle, parce qu'il se présente comme ayant été appelé par l'âme de Jeanne. Et donc, il se présente sous la forme d'un petit pénis, tout simplement, voilé, qui vient chatouiller la chevelure de Jeanne. Et pas que. Si vous voyez ce que je veux dire, wink wink. Ouais. C'est un film très, très érotique. Hein. Oui. Ce n'est pas un Walt Disney, regardez avec Non, pas trop, non. le Ouais. petit-neveu. C'est pas Jeanne et Serge. Non, Non. vraiment pas.
Donc le démon phallique entre en Jeanne et petit à petit fait partie d'elle. Grâce aux efforts de Jeanne, Jean parvient petit à petit à payer les taxes imposées par le tyran et est même nommé prescripteur des impôts du village. Pendant ce temps-là, chaque nuit, Jeanne, elle est visitée par le diable, donc rappelez-vous de sa forme, qui grandit de jour en jour. La guerre éclate, comme maintenant en fait, et Jean doit trouver donc toujours plus d'impôts. Et là, c'est la spirale infernale parce que Jean ne trouve pas suffisamment d'argent pour payer la guerre. On lui coupe la main, il sombre dans l'alcoolisme, la violence, le viol conjugal. Enfin, vraiment, la première partie du film, je pense qu'on a rarement vu une héroïne comme Jeanne subir autant de violence. C'est assez insoutenable. Le diable donc propose à Jeanne justement face à toute cette souffrance de lui céder une bonne fois pour toutes et d'obtenir donc du pouvoir. C'est ce qu'il lui promet à chaque fois. Et Jeanne en fait elle commence petit à petit à accepter cette éventualité et on sent qu'elle prend petit à petit une place au sein du village pendant que la guerre a lieu. Elle change aussi d'accoutrement, elle est habillée en vert, donc la couleur du diable. Et en fait, elle devient ni plus ni moins que la banque du village. Et donc acquiert un certain contrôle qui fait peur au pouvoir en place. Pendant que les hommes, eux, sont partis à la guerre. Le tyran donc revient, il ne la reconnaît pas alors que je vous rappelle quand même qu'il l'a violée très peu de temps avant et poussé par sa femme jalouse lance donc ses gardes derrière elle pour l'arrêter. Il faut en gros brûler la sorcière. Oui. C'est même une humiliation en place publique quoi. Ouais, tout à fait. Évidemment, il manque un personnage important, le chef de l'église, ça manquait, qui lui propose, dit oh non, faut pas la brûler, machin, c'est pas top. On n'a qu'à l'enfermer dans un donjon et on va la fouetter jusqu'à ce que son âme soit inondée par la lumière de Dieu. Donc beaucoup de coups de fouet, je pense, pour arriver à ce niveau-là. Et on va lui apprendre surtout la soumission. Et ça, c'est important parce que, en fait, c'est tout l'enjeu du film. Ça va être que Jeanne donc, va réussir à s'échapper du monde des humains en embrassant sa destinée avec le diable et va devenir, en fait, une espèce de sorcière. Mais ce que je trouve vachement bien, c'est que il y a tout un dialogue avec le diable où il lui dit mais en fait la colère et la jalousie et la revanche, l'envie de revanche ne sont pas obligatoirement des choses négatives et douloureuses, ça peut être aussi des choses très positives et notamment Jeanne va les retrouver grâce à la nature et au lien qu'elle va entretenir avec la nature. Alors qu'elle pensait se réveiller en enfer quoi globalement. Exactement, alors qu'en fait ça devient une espèce de sorcière évidemment mais guérisseuse aussi qui s'occupe beaucoup de la douleur des femmes parce qu'elle parvient à par exemple, aider les contractions des femmes qui accouchent, aider aussi à la contraception des villageoises. Elle fait preuve aussi de beaucoup d'empathie en donnant par exemple du tabac et du vin aux mémés qui sont endeuillés par la perte de leur petit-fils lors de la guerre. Enfin bref, ça devient vraiment quelqu'un d'important au sein du village, même si elle est en dehors du monde des hommes. Hein. Oui. Tout ça est perçu par le pouvoir en place comme à la fois une révolte contre Dieu et contre le pouvoir du tyran. Donc là, vous savez très bien comment ça se passe dans ces cas-là. Jeanne va faire face au pouvoir des hommes qui vont vouloir la détruire. Et il y a un message extrêmement universel qui est tenu par le film pour dire qu'en fait la belladonna of sadness c'est aussi toutes les femmes qui la regardent souffrir et c'est aussi il y a un parallèle qui est fait avec la Révolution française où la liberté guidant le peuple donc le tableau de Delacroix en fait serait une belladonna of sadness qui mène les femmes et les hommes vers la Révolution. Donc bref, très long résumé, je suis désolée, mais parce que c'est un peu difficile on est un peu obligé de coller au texte parce qu'en fait, il y a tellement de choses d'un point de vue visuel que si je m'arrête sur les séquences, vous n'allez rien comprendre parce que d'un point de vue esthétique, c'est vraiment époustouflant. C'est donc Eiichi Yamamoto, je vous rappelle le réalisateur. En fait, lui, c'est l'espèce de binôme d'Osamu Tezuka qui est considéré comme le dieu du manga au Japon, notamment qui a signé Astro Boy. Et ils ont monté ensemble une boîte de production qui s'appelle Mushi.
Et en fait, Mushi va faire faillite juste après la sortie de Belladonna of Sadness, parce que Belladonna of Sadness fait partie d'une trilogie qui s'appelle Animerama, qui sont en fait donc 3 films d'animation dédiés cette fois au public adulte, ce qui en fait les premiers films d'animation pour le public adulte, et aussi les premiers films d'animation japonaise érotiques, parce que comme je vous le disais, c'est un film extrêmement sulfureux. Le film, il reçoit une certaine réception critique pas mal en Europe. Enfin, il est notamment à la Biennale, la Berlinale, pardon, de Berlin. Mais ensuite, il va disparaître petit à petit. Il va être très censuré aux États-Unis aussi. Et donc, c'est un peu un petit bijou qu'on retrouve après. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Juste, oui, pour le nommer, c'est Kuni. Donc, il s'appelle Kuni Fukai, le DA du projet. C'est un peintre, ce qui explique ce choix esthétique qui est vraiment très fort avec de l'aquarelle. Il y a beaucoup de plans fixes, en fait. Comment dire, il y a beaucoup de plans sur des images fixes d'aquarelle avec la caméra justement qui vient circuler dans ces dessins. Il y a beaucoup de moments qui sont pas animés. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça faut le dire. C'est pas un Pixar. Ouais, Non, c'est la narration visuelle. Enfin, c'est un conte graphique, quoi. Mais Ouais, c'est tout à pas, fait. ouais. C'est pas Pixar, exactement. Non, il y a 1000 idées de tatouages, je trouve. Et c'est très inspiré de l'Art Nouveau. Pour vous donner un peu une idée, ça ressemble à Moucha, un peu à Klimt aussi. Voilà. Moi, j'ai adoré ce film. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, c'est moi là, du coup. C'est surprise, hein. Ouais, c'est bien. C'est vachement bien. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais jamais vu. J'ai jamais franchi le pas de le regarder parce que j'avais peur que ce soit un peu chiant. C'est un peu chiant. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu chiant, mais c'est super. Ça veut pas dire que c'est pas bien quand c'est chiant. C'est pas un vrai défaut. Voilà. C'est un propos qui est. C'est un propos qui est un peu. En fait, moi, là où j'ai été agréablement surpris, c'est que le propos du film et le discours sur les sorcières. C'est un discours qui a été très, on va dire, nettoyé, épuré, un peu je veux dire, c'est un sujet auquel on a retiré beaucoup de son caractère sulfureux et tout ça au fil du temps, et notamment maintenant. Aujourd'hui, il y a énormément d'œuvres, que ce soit littéraires ou même au cinéma, qui parlent de la thématique de la sorcière. Et ce qui est bien avec Belladonna of Sadness, c'est que ça s'adresse à un personnage de sorcière qui est assez authentique, en tout cas qui est assez OG dans sa forme. Donc moi j'ai trouvé ça vachement bien et hyper rassurant de voir que dans les années 70, il y avait déjà des gens qui étaient capables de produire ce genre de propos, d'avoir ce genre de propos. Donc non, très bien. Très bien. Et puis même cette idée de le diable, c'est un gros phallus, et en fait c'est à partir du moment où elle considère, comment dire, elle l'embrasse, quoi, oui. où qu'elle acquiert du pouvoir. Il y a une forme de message de réconciliation, en fait. Je veux pas passer pour un mec un peu pipou, quoi, mais il y a une espèce de message de réconciliation qui va au-delà du simple discours de colère voilà, moi j'ai trouvé ça assez chouette, quoi, assez touchant là-dedans, et très original, et encore une fois très éloigné de la revisite du conte de cette figure qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Voilà, donc vachement bien. J'ai mis des passages en 1,25, je vais pas vous mentir, parce que c'était un peu long. Mais en fait, ça passe très bien. Oui, ça passe des images. Ça passe très très bien. Voilà. Non, et puis c'est assez magnifique. Voilà. Alors bon, malheureusement, le film est disponible sur YouTube. Enfin, non, heureusement, c'est bien. Mais on le regarde. Du coup, ça incite pas à le regarder dans une qualité
optimale. Donc un conseil, essayez de le voir dans une meilleure qualité parce que vous parce que pouvez le trouver ailleurs en vrai. parce que comme l'image date un peu, le 480p c'est pas dingue. Oui, Oui, avec des donc, aussi beaux dessins, c'est ouais. dommage. Donc ça rend pas hommage, mais voilà. Et la musique aussi incroyable, donc si vous avez l'occasion de l'écouter avec un chouette casque ou un bon système son, quoi, ça vaut le coup. Ouais, le C'est rock psyché. psyché, Oui, un peu voilà. jazz aussi. Ça rappelle un peu House, Ouais, la de bande son. fou. Ouais. Non, c'est vraiment trop bien. Mais oui, c'est assez fixe au début. Moi, j'ai eu un peu peur au début du film. Parce que l'animation arrive assez tardivement. Au début, c'est quand même beaucoup d'images fixes sur les dessins. Et en fait, il y a des... C'est assez... c'est pas si homogène que ça dans la DA. Il y a plein de trucs différents. Il y a des séquences qui sont très marquantes. Il y a la séquence de la peste, par exemple, avec toutes les villes, la ville qui fond, qui est envahie par le noir et tout. Mais ouais, c'est vraiment trop bien et ça donne envie qu'il y en ait plus de séquences animées tellement quand il y en a, c'est vraiment incroyable, je trouve, de voir ça. Bah, ça leur a demandé 2 ans de travail, donc je pense que c'est pour ça, en fait, pour des questions de moyens que ça a été compliqué. J'imagine de que faire ça a autre. dû être hyper long. C'est mon tour ? Oui. Bah oui, je crois. Il n'y a pas de tour. Hein. Normalement, on se coupe la parole. Hein. Oui, c'est vrai, là, on est très sages. Ouais, alors... C'est les grandes gueules ici. Non. Alors, Comment dire Non, moi, c'est difficile d'émettre un avis pour moi. C'est vraiment très personnel, mais sur ce film, effectivement, d'un point de vue complètement objectif, je trouve que c'est très très beau. Voilà, Camille t'en a parlé. La manière dont c'est fait, c'est magnifique. La musique, voilà, j'ai rien à dire. C'est non, c'est vraiment très personnel. Moi, vous connaissez un peu ma phobie, je pense maintenant, des films d'animation, en particulier les films d'animation pour adultes, qui me font très très peur. Enfin, en tout cas, qui me mettent très mal à l'aise. Et je n'arrive pas, malheureusement, je suis un peu triste de ça, mais j'arrive pas à prendre du plaisir devant ces films-là, malgré les messages très importants qu'ils peuvent nous montrer. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu difficile parce que moi, c'est un film qui m'a fait très mal. C'est difficile à regarder. Et j'ai eu la sensation qu'il y avait un peu un discours... c'est marrant parce que c'était très intéressant de t'écouter parce que moi, j'ai eu la sensation vraiment de nihilisme pendant tout le film et qu'il n'y avait pas de délivrance possible pour cette femme, il n'y avait pas de vengeance, il n'y avait pas d'espoir. Et voilà, mais encore une fois, pour moi, c'est des films qui sont compliqués à regarder. L'animation plus le thème, je pense, voilà. Mais ça n'enlève rien à l'œuvre magnifique qu'elle est. En plus, c'est vrai que c'est extrêmement violent. Oui, voilà. Quand même. Mais voilà, je ne peux pas trop... C'est vrai qu'en termes de... C'est très intéressant. Je suis contente de l'avoir vu. Je suis très contente de t'avoir écouté en parler. Juste pour on a un peu du contexte de comment c'est sorti, pourquoi. En fait, c'est vraiment parce qu'ils voulaient les 3 films là de la saga, de la trilogie de Animerama. Ces 3 films qui parlent de thématiques un peu universelles, qui reprennent des contes universels, j'ai l'impression, ou des figures universelles. Le premier, c'est les 1001 nuits. Donc voilà. Le second, c'est Cléopâtre. Et le troisième, c'est Belladonna of Sadness. Et donc, il y a cette idée de faire de l'animation pour les adultes. Donc, en mettant une dimension érotique très puissante dans les 3 films, mais aussi avec un discours politique, tu vois, de révolte et tout ça. Et donc, c'est pour ça que Belladonna of Sadness, c'est vraiment un film à la fois de révolte politique et féministe assez puissant. Moi, ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est les correspondances qu'il y a entre ce film-là, même au niveau des symboles, et les luttes féministes. Par exemple, le violet. Les cheveux de Belladonna of Sadness sont tout le temps violets, sauf à certains moments, mais dans les moments de puissance, elle a les cheveux comme ça, de cette couleur-là. C'est quand même la couleur des mouvements féministes, quoi. Donc c'est marrant de voir à quel point il y a des liens. Moi, je trouve que c'est ça que j'ai trouvé assez fascinant dans le film, que ce soit un regard donc japonais des années 70 sur un conte du Moyen-Âge pseudo non mais c'est ça français. Qui est assez fou. Oui, c'est vrai, quand tu vois l'année de sortie du film, c'est
Ouais, c'est assez fort, franchement. Mais on est d'accord que ça se termine mal, ou j'ai juste... non, parce qu'à la fin... évidemment, ça se termine mal pour Jeanne. Pour Jeanne, mais en fait, ce que je trouve très beau, c'est que son combat a dépassé sa propre personne. Et son esprit va continuer à vivre ailleurs. C'est ça. En fait, toutes les femmes qui la regardent, je l'ai pas dit, mais elle est brûlée au bûcher, hein, évidemment, comme toutes les sorcières. Effectivement, ça se termine pas très bien. Au moment où elle est donc brûlée, etc., en fait, toutes les femmes qui la regardent prennent son visage. C'est vrai, oui. Et magnifique. Ça. Et ensuite, il y a le lien qui est fait avec la Révolution française, d'ailleurs, qui sort un peu de nulle part. Enfin, dans le générique de fin, bam, d'accord, okay. Là, genre, où ils disent, la Révolution, enfin, un peu de temps après, il y a la Révolution française et qui est menée par des femmes. Et donc là, il y a, et ça, moi, je trouve ça assez incroyable. Enfin, je trouve ça hyper audacieux, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Alors, la fin, c'est le moment que j'ai trouvé qui m'a le plus emporté du film, clairement. Alors que d'un point de vue de la forme, c'est pas là qu'il se passe le plus de choses. Oui. Les scènes de sabbat, moi je trouve ça fou aussi. C'est trop bien. Oui. Alors ce que tu appelles les scènes de sabbat, c'est quoi? L'espèce de ronde justement dans les cheveux là, où en fait c'est que des corps imbriqués les uns dans les autres. Et ben alors, tu vois, moi c'est marrant, c'est pour ça que là, moi je me disais que c'était une espèce de message de paix une espèce de message de réconciliation qui était porté, c'est qu'en fait Jeanne, quand elle prend cette forme divine et qu'elle s'empare du pouvoir, en fait elle porte une espèce de message de réconciliation entre les hommes et les femmes, parce qu'au début clairement avec toutes les réserves qu'il peut y avoir par quelqu'un qui tient ce discours là à cette époque là, et voilà, mais en tout cas les problématiques après dont viennent lui faire part les femmes qui viennent la voir, en fait, c'est des problématiques intimes, c'est des problématiques de couple. Et donc, moi, ce moment-là, c'était un peu le moment de l'utopie. Je l'ai pas perçu. Bon, alors, le sabbat, on peut... Oui, mais en plus, on est en 73 avec du rock psyché. Et mais peut-être, mais du coup, moi, je l'ai vraiment perçu comme ça, comme le moment où, en fait, un autre mode de fonctionnement est possible et on le montre, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fort. Et encore une fois... Mais je pense qu'il y a un truc à creuser. Il y a un truc qui est intéressant à analyser. J'en ai pas les compétences et puis j'y ai pas suffisamment réfléchi. Mais c'est vraiment le fait d'avoir choisi cette forme-là pour le diable, donc qui est littéralement une forme de pénis. Et ça veut pas que dire que le pénis c'est mal et que c'est pas bien et que c'est l'ennemi. Justement, il y a un truc qui est vachement plus ambigu et qui est vachement plus ambivalent que ça, et un peu plus. Mais parce que justement, c'est pour ça que je disais ça j'utilisais cette formule dans le résumé de, en fait, elle appelle le diable, ou alors c'est elle, en fait, qui prend la forme de cette de ce phallus, parce que lui insiste en permanence sur le fait que au fond de son âme, au fond d'elle, après avoir vécu tout ça, en fait, elle appelle à une puissance, donc là, qui serait virile, quoi. Ouais. Et en fait, c'est quand le diable est en elle, donc ça devient une femme dotée d'un phallus, en fait, que là, d'un seul coup, elle devient extrêmement puissante, quoi. Donc, et ça, je trouve ça hyper intéressant, la figure de la femme phallique. C'est quand même un truc assez puissant, quoi. C'est assez et qui justement dépasse tu vois, le simple cadre de les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est autre chose. Exactement, c'est ça que je voulais dire, que ça dépassait le cadre du simple mouvement de colère et c'est assez fort d'avoir réussi à produire un truc comme ça, parce que j'imagine que effectivement dans le milieu masculin japonais du manga des années 70, c'est pas non plus et puis on sait que c'est pas la société la plus émancipée, quoi, sur notamment la question de la sexualité féminine. Encore aujourd'hui au Japon, il est interdit de dessiner les vulves. C'est vraiment interdit là-bas de figurer le sexe féminin comme ça. Donc moi je trouve ça très intéressant que ce film, qui est quand même à l'origine ensuite de tout l'érotique, ce qu'on appelle les mangas ecchi et même le hentai, quoi. C'est un proto-hentai, ce que je voulais dire au début. En fait, vraiment, on date le début de l'animation japonaise adulte et érotique de ce film-là. Et c'est intéressant, je trouve que ce film soit pas du tout dans les codes, justement. C'est pas un film pornographique au sens avec un male gaze. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant que ça, je trouve. Mais du coup, Thomas, tu l'as très bien dit. Effectivement, il y a un peu, j'ai l'impression que c'est ce que vous disiez, mais il y a un peu un message
réconciliation. C'est le mot que tu as utilisé. Mais du coup, peut-être que quand on est en colère, potentiellement, c'est difficile à regarder et peut-être qu'on reçoit moins bien les messages très intelligents du film. Bien sûr. Et puis, il faut le dire, la scène de viol, elle est d'une violence. Enfin, c'est, alors que c'est du dessin, on pourrait se dire en plus, c'est un peu daté et tout. Pas du tout. Il y a une violence symbolique qui est absolument insupportable. Enfin, vraiment. Dès l'introduction du film, en plus. Dès les premières minutes. Donc, c'est... Ouais. Bon, voilà. Bonne soirée. Alors, c'est pas un film à regarder. Je sais pas quel âge vous avez, les gens qui nous écoutent, mais moi j'ai des souvenirs malaisants de regarder des films un peu cul avec mes parents. Évitez-vous celui-là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un film qui est facile à regarder. C'est pas un Walt Disney. C'est pas le film à regarder avec ses darons. Non, parce que moi j'ai peur de Chicken Run, mais on est sur un autre niveau. Je reprécise. Je sais qu'il a traîné sur certaines plateformes. Il était sur Mubi à un moment donné. C'est pas, tu vois, faut pas se dire en passant devant, tiens, on va regarder ça. Un petit film d'animation. Faut le regarder dimanche. Voilà. Ça a l'air joli. Ça. Faut le regarder en étant prévenu que ça va potentiellement mettre le malaise. Le film d'après, c'est qui? C'est Lélé? C'est moi. Ah c'est Lélé. Il y a petite musique. On continue avec les sorcières. Ouais, la petite musique. Alors, Lélé, quel est ce film? Eh bien, ce film, c'est Bad Air. My mama used to hawk home on me. And she burned the shit out of my skin. Oh. You almost finished? I'm sorry. I've never had my hair done before. Ok. Voilà. Aïe. Voilà. Il y avait un nœud. Oui, il n'y avait pas qu'un nœud là. Bad Air, sorti en 2020, réalisé par Justin Simien, que vous connaissez sûrement. Je ne sais pas si vous avez vu Dear White People. Il y a un film et une série. Moi, j'ai vu le film. Oui. Okay. C'est celui qui a fait le film ou la série? Il a fait les deux, je crois. Ah, ok. Ouais, je crois bien qu'il a fait les deux. Ok. Et on y retrouve un casting d'actrices dont pas mal viennent de Dear White People, en fait. Ouais. Notamment, j'ai oublié les prénoms. Donc alors, il y a Elle Lauren qui joue Anna, Vanessa Williams qui joue Zora, Lena Waite qui joue Brooklyn, Jay Faroa qui joue Julius et Laverne Cox, mais elle qui vient de Orange is the New Black, qui joue Virgie, la coiffeuse. Voilà. Je suis pas plus aidé. Il y a aussi Kelly Rowland. J'ai pas noté tout le monde, mais ouais. La chanteuse. Elle fait partie de Destiny Child. Kelly Rowland, et il y a Usher quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a Usher. Qui fait qu'on voit 2-3 fois. Oui, qui fait des petites apparitions. Et attends, il y y a Dawson. Oui. Personne n'en a parlé. Putain. Comment il s'appelle Vanderbeek. James Vanderbeek. Ouais. C'est peut-être pas ça, son nom. Si, c'est ça, parce qu'on l'appelait la biquette, donc Vanderbeek. C'est super sympa ça. Bic, la biquette, voilà. Bon. Mais en tout cas, un casting qui vient finalement pas mal du milieu de la série et de la télé, en fait, pour la plupart. Et en tout cas, Bad Air, c'est l'histoire d'Anna, qui bosse comme assistante dans une chaîne de télévision mettant en avant la culture afro-américaine. Elle est évidemment sous-payée et peine à boucler ses fins de mois. Elle habite en effet dans un quartier de Los Angeles qui subit une vague migratoire de blancs aisés. Et oui, la gentrification était déjà à l'œuvre à la fin des années 80. Et en tout cas, Anna voit son loyer augmenter de $500. Pas cool.
Et pour s'en sortir... C'est beaucoup, hein, déjà, avec l'inflation. C'est beaucoup. J'ai bugué dans le film, attends, c'est $500 d'augmentation ou son loyer passe à 500 et tout. Non, en fait, c'est $500 d'augmentation, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Pour l'époque. Ouais. Et en tout cas, pour s'en sortir, elle compte beaucoup sur son succès à la télévision, un monde régi par l'apparence, et pas n'importe laquelle d'apparence, celle dictée par une culture dominante blanche qui impose ses standards à tous les niveaux. Pour grimper les échelons, son talent ne suffira pas, et sur les conseils très insistants de sa boss Zora, elle est contrainte à un passage chez Virgie, la coiffeuse en vogue chez les Afro-Américaines du showbiz. Le but est simple, exit les cheveux crépus et bonjour les extensions de cheveux lisses pour pouvoir s'intégrer dans la haute. Voilà. Et malgré la séance de torture capillaire, sa nouvelle apparence, au début en tout cas, semble rencontrer un franc succès, du moins chez une partie de ses collègues. Alors que moi je la trouve horrible. Pas chez tout le monde en tout cas. Et Anna se retrouve assez vite tiraillée entre ces deux mondes, jugée de tous les côtés. Et les problèmes ne font que commencer puisque très vite sa nouvelle coiffure se retourne contre elle, assoiffée de sang, et malgré le pouvoir qu'elle lui confère, elle lui laisse de moins en moins le contrôle de sa vie. Bad Hair, c'est, comme tu l'as introduit Camille tout à l'heure, un film de sorcière qui va même inclure des éléments de folk horror à certains moments, mais c'est surtout un film qui aborde beaucoup de sujets très politiques. Mais du coup, on était habitué avec Dear White People aussi, mais là il prend une forme horrifique du coup pour le faire, donc c'est très chouette. On y parle d'acculturation, de racisme intériorisé, d'intégration sociale forcée sur un modèle, du gommage des spécificités culturelles et de traits physiques, en l'occurrence ici un standard de beauté capillaire occidental versus les cheveux crépus. Mais ça s'arrête pas là parce que Bad Hair parle aussi de la récupération de mouvements culturels. Et c'est même le centre du film en fait, avec cette chaîne de télé qui est basée sur le modèle de MTV en fait. Oui, c'est clairement une parodie de MTV. On est à la fin des années 80, le hip-hop devient de plus en plus populaire et l'industrie musicale et médiatique commence à comprendre le potentiel financier après l'avoir relégué au rang de sous-culture barbare pendant des années. Donc ça parle, je vous l'apprends pas, d'appropriation culturelle, des phénomènes de récupération bourgeoise de culture. Voilà, donc film très politique. On est encore un peu dans cette sauce, hein, malheureusement, on n'est pas sorti. Ouais, non, on n'est pas. Il y a encore beaucoup de gens qui remettent en question ces phénomènes-là, alors que c'est clairement acté en fait. Donc voilà, c'est un film qui parle de tout un ensemble de codes culturels, de représentation, de l'industrie du cinéma, de la publicité. Et en fait, c'est construit pour bien faire comprendre quelle est la culture dominante. Et c'est un film qui parle du coup du fait de s'y plier pour accéder au même statut. Il y a d'autres films qui l'ont fait ces dernières années qu'on aime beaucoup aussi. Je pense à évidemment Get Out de Jordan Peele qui parle lui plutôt du terme de microagression, même si en vrai c'est tous ces petits trucs du quotidien qui forment le racisme en fait, donc c'est pas tant des microagressions que ça. Et voilà, qui parle aussi du coup, qui met en scène quasiment que des femmes en fait dans le film, sauf quelques personnages masculins, femmes qui sont soit essentialisées, soit fantasmées. Donc c'est un peu soit l'un soit l'autre. Donc soit vous lissez les cheveux, soit en fait vous êtes relégué à des rangs inférieurs dans l'échelle sociale. Voilà, et quoi de plus brutal que d'être dépossédé de son identité. Le film l'aborde aussi avec tout son passif familial, une partie de sa famille qui est très militante pour le coup. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un assez chouette film. Il y a quand même pas mal de défauts, mais globalement c'est assez original et ça traite tellement de sujets que en fait c'est vachement bienvenu, je trouve. Le seul gros bémol moi que j'ai eu avec, c'est la musique. Vraiment la musique m'a vraiment gonflé pour le coup à plusieurs moments du film, et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus de travail dessus, surtout vu l'époque à laquelle ça se passe. Il y aurait pu y avoir quelque chose de plus intéressant que des violons d'horreur quoi. Ah, ça c'est clair. Ouais, c'est un peu plombant. Voilà, sinon quoi dire d'autre, il y a une esthétique qui est évidemment une parodie de ce qu'on faisait à l'époque sur les clips qui passaient sur MTV, donc c'est des nuits américaines toutes bleues, des espèces d'open space cool avec des néons, mais qui cachent en fait des trucs assez crades. La réal est quand même assez appuyée, un peu lourdingue à certains moments, mais en vrai c'est des petits détails. Franchement, le film vaut grave le coup d'être vu pour les sujets dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, foncez. En plus, il est passé un peu inaperçu, il est sorti juste sur Hulu et je crois qu'il n'a pas eu trop de distribution. Alors qu'en vrai, le cast est canon de fou. C'est un chouette film. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, foncez quoi. Je sais pas si ça vous a plu à vous, mais oui, moi j'ai trouvé que c'était sympa.
Je trouvais que c'était sympa. Moi, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée, en vrai. Parce que la question des cheveux et des cheveux de la femme afro-américaine, c'est quand même hyper intéressant. En termes de symboles. On sait que c'est aujourd'hui... en tout cas, c'est vraiment un axe très important féministe, mais aussi antiraciste et postcolonial, la question du cheveu, parce qu'il y a vraiment un symbole très fort dans la question du cheveu. Et encore aujourd'hui, on sait qu'il y a des discriminations, même en France, qui existent beaucoup sur la question du cheveu noir et afro, avec les petites réflexions à 2 balles de « Ah, mais tu t'es pas coiffé ce matin ?» quand les femmes portent les cheveux naturels, en fait. Donc c'est vraiment... Et en même temps, c'est aussi, de l'autre côté, un lieu très important, le salon de coiffure pour les femmes afro-américaines, même pour les femmes en France antillaise, etc. De force aussi féminine et de puissance communautaire. Donc c'est très chouette, je trouve, d'ancrer un film d'horreur là-dedans. Je trouve qu'il y a pas mal de petits défauts, effectivement, qui empêche le film de vraiment décoller et d'être vraiment quelque chose de bien. Impactant. Moi, c'est un peu débile, mais les effets les effets de lentilles fluorescentes, je peux pas. C'était pas nécessaire, en fait. Mais je trouve c'est un peu dommage. Alors que j'aime bien, en plus, le côté un peu cartoon des cheveux, pour le coup. Parce que la wig prend vie, quoi. Il commence à vouloir agresser tout le monde de son côté. Et ça, j'aime bien. Ça aurait pu être plus assumé, ces effets. Si ça avait été vraiment plus kitsch. Je pense que ça aurait été presque mieux. Il y a des bonnes idées en plus. Il y a des la wig culotte de règles, bonne idée. Non, mais c'est clair. Non, il y a vraiment des idées qui sont super chouettes dans le film et qui sont bien exploitées à certains moments. Mais il y a des. Alors moi, pareil, l'idée de l'assimilation par les cheveux qui sont littéralement au-dessus du crâne de la personne, souvent. Mais donc c'est marrant. Je montre avec ma main, mais les cheveux sont au-dessus de la tête et donc t'assimiles. Il nous montre les cheveux. Cas où donc, non, mais il y a un truc, c'est bête, quoi, mais il y a un truc qui est vraiment évident là-dedans. Donc ça, c'est vraiment bien trouvé. Et je rejoins 100% le point de vue de Camille. Il manque des trucs pour que ce soit vraiment un gros film, un film impactant, quoi. Il y a une scène, la scène horrifique de la fin. Il y a des idées, il y a une idée visuelle qui est pas mal, où il y a à un moment donné, elle tombe dans une pièce où il y a toutes ses collègues qui sont prisonnières dans des cheveux et tout ça. Il y a des tableaux qui sont intéressants, mais la scène en tant que telle, elle est un peu ratée. Notamment, il y a une espèce de truc sous des bureaux avec une porte à code et tout. Enfin, ça, c'est un peu bon. Voilà. Et puis le film met un peu de temps à décoller. Mais vraiment un peu. Mais il y a les violons flippants dès le début dans la musique. Donc mais ça, moi, à la limite, bon, tu vois, moi je suis moins, ça me gêne moins, mais pareil, les lentilles, je suis là, bon, ok, allez, pourquoi pas, allons-y, quoi. Mais c'est marrant, ça m'a rappelé un autre film. Non, mais ça va pas être pertinent parce que j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Ah ouais, d'accord. On peut faire la devinette. Non. La devinette. Ça parle de quoi? Non, mais il y avait qui dedans? Mais tu sais, le mec. Non, alors... mais c'est pas grave. Prenez un thé, il y en a pour une demi-heure. On oublie, mais j'ai trouvé ça bien et probablement injustement boudé, parce que j'en avais jamais entendu parler, alors qu'il y a des merdes, je veux dire, qui sortent sur les plateformes, qu'on se tape, qui ne valent pas le quart de la moitié de ce film-là. Donc bon, voilà, c'est à regarder, mais c'est vrai que avec une idée pareille, avec un propos aussi fort et potentiellement un truc, un film qui est militant, quoi, comme dire White People. Et puis alors, ce qui est bien, moi là où je trouve ça bien, c'est que la question du cheveu des femmes noires, c'est un truc qui est
assez simple pour aborder la problématique du racisme et qui est assez bien pensé parce que c'est un truc qui est vraiment parce que tout le monde a des cheveux à peu près quoi, et sauf dans des conditions particulières, et donc ça aborde bien le caractère systémique du racisme quoi. Ça se limite pas à tu parlais de micro-agressions tout à l'heure, mais justement ça se limite pas à ça. Ça montre à quel point en fait c'est un truc qui est systémique et que soit tu t'assimiles, soit tu marches pas et tu dégages quoi. Et tu peux plus aller dans tous les, comme elle le dit, dans tous les étages de la tour de télé. Donc non, c'est vraiment il y a un cœur de film qui est ouf, mais il y a un développement qui est un peu moins réussi quoi. Bon, c'est pas très grave hein. Enfin, c'est bien quand même. On a passé un bon moment. C'est bien quand même. Toi, même. Lola, t'as beaucoup aimé. Mais oui, mais moi, je suis pas du tout objective parce que c'est moi qui t'ai suggéré ce film. Donc, mais moi, j'adore ce film. Je l'avais pas vu et je l'ai découvert là parce qu'il avait une mauvaise critique, franchement. Et j'aime bien parfois regarder les films comme ça qui sont mal critiqués, surtout quand ça parle de sujets comme ça. Et j'aime le film parce qu'il n'a pas marché en fait, et parce que, comme disait très bien Thomas, on voit un nombre énorme de films vraiment très moyens dont on ne fait que de parler et qui ont l'air de plaire beaucoup aux gens. Et là, tout de suite, il y a un film comme ça qui sort en 2020 et là, ça fait un flop, alors que je comprends pas. Enfin, il y a beaucoup de codes clichés dont tu parlais, la musique, les fameuses lentilles. Oui. Moi, pareil, c'est pas un truc qui me dérange. Je suis en mode pourquoi pas, allez-y, parce que moi, ça me fait plus peur ce genre d'éléments. Mais pour quelqu'un qui regarde pas de films d'horreur, ça peut être un peu effrayant. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier le public auquel s'adresse. Voilà. Et du coup, je me dis vas-y, let's go. Ça marche en fait. Enfin, après. Voilà, on voit que le film n'a pas trop d'argent, qu'il y a des choses qu'il aurait pu développer qu'il n'a pas fait, mais juste pour exister et parler de ça, moi je trouve ça incroyable. Oui. Et effectivement, ce thème, il est ouf. Et franchement, mais faisons plus de films sur les cheveux en fait, parce qu'il y a tellement de trucs. La scène avec la coiffeuse, c'est tellement pareil, mal au cuir chevelu. Moi, je trouve ça. Vous avez entendu juste avant. Bah oui. Moi, Donc non, juste parce qu'il existe et parce qu'il parle de ça, je trouve ça trop bien. Et puis les actrices sont vraiment très chouettes. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'en voyant dans les commentaires, déjà je pense que les notes qu'on a vues Lola sont évidemment liées à des gens qui bâchent le film parce qu'ils sont racistes quoi, globalement. Je pense, madame, je n'osais pas le dire. Et misogynes aussi. Oui, misogynes. Mais ça ne les intéresse pas des femmes qui se font des brochines. C'est ça. Alors que du coup, j'ai vu des commentaires de meufs du coup afro-américaines, c'était des commentaires parce qu'en fait, il est sorti beaucoup aux États-Unis, en France, il n'a pas eu de distrib quasiment. Et c'était des commentaires en mode, en fait, ça fait du bien et ça fait vraiment plaisir de voir un film qui parle de choses qu'on a vécues, tu vois, et qui sont enfin représentées là par un biais horrifique, mais ça fait vraiment du bien. C'est du film d'horreur léger, tu vois, mais en fait, des films d'horreur légers qui font un peu frissonner les gens qui n'ont pas l'habitude d'en regarder, il y en a plein. Mais celui-là, je vois pas pourquoi il rentrerait pas là-dedans. Oui, puis je trouve qu'il a quand même une valeur pédagogique qui est quand même hyper bien, quoi. C'est-à-dire que très facilement, on comprend de quoi on parle, quoi, des symboles, de toute l'histoire, parce que ça s'ancre évidemment dans l'histoire aussi de l'esclavage. Enfin, il y a quand même beaucoup de clés de lecture, je trouve, qui sont claires. Peut-être un peu trop, mais enfin. Oui, mais ça c'est nous. Mais c'est bien parce que mais c'est bien parce que enfin, je trouve que il est carrément abordable en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc pour ça, je trouve ça très bien. Ouais, non, tout à fait. Chapeau. Chapeau. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. Bon, bah oui. Petit manque, à mon avis, mais de radicalité quoi dans le. Oui, même de scènes, enfin oui, comme on le disait, plus impactantes, d'oser aller un peu plus loin peut-être. Mais après, c'est son premier film d'horreur à Justin Simons. Oui, il avait fait des White People et tout. C'est quand même pas un manchot quoi. Enfin, non, mais disons qu'il a peut-être osé aller à fond dans le. Il a fait un truc très un peu pour les nuls quoi. C'est un peu mon reproche quoi. C'est-à-dire que mais au moins il est là. Il a le mérite d'être là. Voilà. On va passer peut-être au film d'après qui lui ne manque pas de radicalité. C'est en termes de brushing aussi. Ouais, radical le brushing. C'est le film que j'ai sélectionné et c'est la musique avant. Vous saurez après 55e épisode. Thomas, c'est 56 pour lui.
Et donc après ce petit teasing, le film que j'ai choisi pour l'épisode de ce soir, c'est Ichi the Killer. Je suisこういうつもりでやってよ。親父はもっとすごかったよ。もういいや。見込み違いだったわ。Alors voilà un petit peu de contexte pour les gens qui viennent d'entendre l'extrait. Ouais. Donc on vient d'entendre le personnage de donc une femme qui s'appelle Karen, dont on reparlera, qui tabasse le personnage de Kakihara qui est accroché à des chaînes, et puis lui reçoit les coups et finit par lui dire qu'en fait il la sent pas suffisamment motivée, et donc il s'en va, ce qui la frustre énormément, et donc c'est pour ça qu'elle crie. Voilà. Alors, voilà. Voilà l'ambiance. C'est mon film. Alors, Ichi the Killer. Ichi the Killer, qu'est-ce que c'est un... Oui, voilà, c'est un film. Allô. Film japonais sorti en 2001 et réalisé par un réalisateur dont on a déjà parlé une fois, je crois, mais on en a peut-être parlé à d'autres reprises, mais on avait présenté un de ses films, en tout cas, que Camille avait choisi. Donc, Takashi Miike. Et c'est un film qui est adapté du manga, de la série, du manga, de la série de mangas, je sais pas, du même nom, série de manga écrite et illustrée par Hideo Yamamoto. Le frère de... Bah oui, probablement. C'est pas vrai. Non. Au casting, on retrouve donc un type, un acteur japonais assez important qui s'appelle Tadanobu Asono, qui joue le personnage de Kakihara. Nao Omori, que je connaissais pas, qui joue le personnage de Ichi. C'est lui le killer, Ichi the Killer. Et on retrouve Shinya Tsukamoto, qui joue le personnage de Gigi. Et on en rediscutera quand même. Plus tard, mais ce rôle ne lui a pas été donné au hasard, puisque Shinya Tsukamoto, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le réalisateur de Tetsuo. Et oui. C'est pas vrai. Voilà. Et oui. Et il y a on l'avait tous noté sur notre carnet, celui-là. Et il y a une actrice qui s'appelle Alien Sun, qui joue donc le rôle de Karen, qui est une actrice qui a eu quelques rôles dans le cinéma japonais. Alors, puis il y a plein d'autres persos. Bon. Et tout d'abord, donc quelques mots sur Takashi Miike, qui est donc, je disais, un réalisateur japonais qui charbonne, depuis 1991. Mais alors, vraiment, c'est un sacré tâcheron, parce qu'il est quand même crédité sur un peu plus de 100 films. Et sur ces 100 films, il en a réalisé une bonne partie. Alors, je n'ai pas une grande expertise de la carrière de Miike, mais je crois comprendre qu'Ichi se situe à peu près à l'apogée de sa prolifique carrière, en tout cas au moment où il décolle. Et le film sort 2 ans après un de ses films qui s'appelle Audition. Et donc un film dont on reparlera probablement un jour, que moi j'adore et qui a traumatisé plus d'une personne. Miike, c'est un petit peu le cinéaste mainstream de l'interdit et de la transgression. De l'ultra-violence graphique et même parfois un peu gratuite, celui qui existe fort malgré la censure et qui ne s'est jamais compromis à Hollywood. Donc il a une espèce d'aura, ce personnage. Ichi the Killer aborde les thèmes classiques de la filmographie de Miike et interroge le rapport à la violence des spectateurs et des spectatrices. C'est un film dans lequel, et je le dis en disclaimer, Miike ose tout et ne s'interdit pas grand-chose. Alors voilà, ceci étant dit, Ichi the Killer, qu'est-ce que ça raconte ? Et alors, je vais essayer de vous en faire un résumé aussi clair que possible. Donc, malgré une narration qui est quand même une narration aussi tortueuse que ces personnages sont crazy as shit, dingo plus, ou encore turbo zinzin, l'histoire est relativement simple.
Nous sommes à Tokyo, dans le milieu de la pègre, des Yakuza, et un homme, le film s'ouvre donc sur une scène où on voit un homme, on le devine, cet homme c'est Anjo, le chef, un chef de gang, de gang de Yakuza, et il est en train de battre en fait une prostituée, alors qu'un homme en armure de pseudo super-héros les regarde derrière la fenêtre en se masturbant. On apprend très peu de temps après que l'homme a été massacré alors qu'une équipe de nettoyage dirigée par un autre homme appelé Gigi prend en charge la scène de crime gore, grotesque. Le gang d'Anjo, sous la direction du jeune Kakihara, devenu alors numéro 1, se met à la recherche du boss disparu. Et alors là, petit focus sur Kakihara. Le gars est un jeune Yakuza, la magnifique chevelure blonde peroxydée. Ça, c'est vrai que c'est bien. Dont les pratiques sadomasochistes sont opérantes tant sur le plan personnel et sexuel que sur le plan professionnel. Sa motivation, on le comprend, pour retrouver son chef, semble être liée au fait qu'Anjo lui infligeait sévices et châtiments corporels, ayant créé chez lui, chez Kakihara, une forme de dépendance affective. Oula. Mazel tov. On a ouvert une bouteille. Oula. Pas ponctuer l'histoire de sadomasochisme. C'était une surprise. Et donc, bonne année. Et donc, à mesure que la quête de Kakihara se révèle vaine, car Anjo est bel et bien mort depuis le début, on le sait nous, mais lui non. Kakihara, on l'apprendra, recherche finalement une nouvelle figure de domination capable de lui infliger la douleur et l'amour du coup qu'il recherche. Et c'est finalement la personne d'Ichi qu'il va trouver ce fantasme. Oui, parce qu'au-delà de la douleur, il y a parfois aussi de l'amour. Je ne vous apprends rien. L'autre protagoniste dont je parlais, c'est donc Ichi, un adolescent attardé, manipulé par Gigi, le vieil homme qui tire les ficelles. Essayez de suivre. Hein. Ichi commet des meurtres de masse à l'arme blanche au sein de différents QG de Yakuza pour semer le désordre et le chaos souhaités par son mentor Gigi. Mais alors pourquoi ? Que veut Gigi ? D'où vient-il ? Eh bien, nous ne le saurons jamais. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le personnage de Gigi est incarné par Tsukamoto, le réalisateur de Tetsuo. Donc, Takashi Miike choisit de mettre à l'écran un autre réalisateur qui joue le rôle de grand Manitou, qui articule toute l'action sans que l'on ne connaisse rien du personnage, ni même des raisons de ses choix. C'est donc intéressant. Égal. Ok. Donc tous ces Yakuza, c'est malin. Tous ces Yakuza perdus, courant comme des poulets sans tête, ne comprendront pas d'où vient la menace ni pourquoi elle existe, et sont un petit peu comme nous devant le film de Miike. C'est clair, non ? Bon, tout le monde finit par s'entretuer au fil de scènes de torture grotesques, de scènes de massacres cartoonesques, pour arriver à la scène finale tant attendue, le face-to-face entre Kakihara quel combat et Ichi. Eh ben, que dalle. Miike nous refuse cette scène, l'esquive totalement d'une manière que je vous laisserai découvrir. Ouais, mais alors, pourquoi tout ça ? Eh bien, il y a à mon sens deux manières de voir Ichi the Killer. La première, c'est le blocage complet. La sidération entraînée par la violence de ce que l'on voit, et plutôt même de ce que l'on ne voit pas. Car le plus dur est toujours hors champ, mais on en a toujours suffisamment, c'est très bien dosé, pour pouvoir reconstituer l'obscénité dans nos cerveaux malades, arrosés de violence toute la journée. Donc c'est pas très compliqué de travailler après. L'autre, et c'est à mon sens la bonne manière, l'effet recherché par le film, c'est d'être porté par ce flot de violence et de souffrance jusqu'à l'euphorie, puis l'anesthésie, nous poussant à aller au bout du métrage pour en voir toujours plus, pour voir cet affrontement final que l'on nous refuse enfin. Enfin, on nous le refuse pas tout à fait. Portés par la douleur, la violence et la perte de contrôle qu'elle entraîne dans nos cerveaux, nous sommes un peu tous comme Kakihara, prêts à rencontrer l'amour et à aimer d'une certaine manière. C'est du dating en fait, le film. J'ai pas compris. Il y a une forme de romance cachée. Voilà. C'est à ce moment précis que Miike reprend le contrôle total. Donc au moment de la scène finale, c'est le moment où il m'a regardé, il m'a dit « Tu voulais vraiment voir ça ? C'est toi le malade en fait et c'est pas moi. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. » Ouais, non, attends, un peu de la gueule du monde quand même. Alors Ichi the Killer, c'est pas pour tout le monde. Ça donne un peu la nausée et ça fait faire des rêves bizarres. Mais il y a assurément un avant et un après.
le film. Tu vas pas nous tuer, ça va? Non, okay. non. Mais enfin peut-être toi parce que non. Okay. Non, Ichi the Killer, moi c'est un film qui que j'avais jamais vu. En fait, j'ai eu l'idée de le revoir quand Carlotta a ressorti le film il y a pas si longtemps que ça, et en fait j'avais jamais trouvé le temps de le regarder, donc c'était une première. Et j'ai adoré parce qu'il y a un discours sur la violence qui est un peu plus subtil qu'un simple exposé en tout cas. Et donc c'est un film qui travaille en tout cas, qui travaille dans le cerveau quand on le regarde. Ouais. Voilà. Donc Ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, Lola. Et puis il y a une. Pour moi, t'as tout dit. Parce que moi, j'avais commencé un exposé sur Ichi the Killer en pensant que c'était le film que je devais chroniquer, mais pas du tout. Donc. Tu t'es pas dit, mais pourquoi j'ai pris ça? Du coup, je n'ai plus rien à dire. Non, mais par contre, ce qui est génial dans le film, malheureusement, et comme d'habitude, la censure l'a enlevé. Oui. Et on a fait un film qui n'avait plus du tout ce discours de nous montrer notre propre fascination face à notre sadisme qu'on a toutes et tous, je pense, un peu, ou alors je suis malade mentale, c'est possible. Mais les deux en face de nous, Camille, ils font un peu peur, hein, je trouve. Voilà, Léo et Camille me regardent avec des yeux de merlan frit. Mais non, moi je comprends ce que tu dis. Non, mais oui, pour moi c'est un film qui est hyper intelligent en dehors de la violence qu'il montre et par la violence qu'il montre. Et franchement, Thomas, t'as tout dit. Je sais plus quoi dire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez l'estomac plutôt vide quand vous le regarderez. Et surtout, ne regardez pas la version censurée. J'ai pas vu la version censurée, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Et ça enlève tout ce que Thomas vient de dire sur le film, c'est un film majeur et très important sur le discours de notre violence en fait, et donc voilà, je pense vraiment qu'il faut voir ce film, il faut dépasser ce truc de on est dégoûté par ce qu'on voit, parce qu'en fait ça dure 2 heures quand même, 2h10 et pendant 2h10 c'est dégueulasse, vraiment voilà, on n'a pas de répit, mais on s'y habitue assez vite et ça devient drôle par moments, ça devient voilà, donc c'est grotesque, voilà, mais il faut, vraiment c'est un film important, vraiment, je trouve, alors que c'est pas tellement le film que j'irais regarder comme ça toute seule, mais je suis trop contente de l'avoir vu. C'est pas un feel-good movie que tu lances chez toi le soir, hein, ça c'est sûr. Non, mais en même temps on n'est pas tellement déprimé après, je trouve. Non, ça va. Mais moi c'est marrant, j'aime pas trop d'habitude ce genre de discours. Je sais que par exemple Funny Games, ça m'avait saoulé. Mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, mais on est quand même sur un discours d'être mis face à notre propre violence, ou le fait de regarder jusqu'au bout quand t'es spectateur ou pas. Il y a un peu ce jeu-là aussi qui est fait avec Ichi, mais ça n'a rien à voir. Mais là, ça me dérange beaucoup moins. C'est un peu différent parce qu'il se limite pas à ça en fait. Mickey, il a dit un truc alors qui est un peu malhonnête, et en même temps, il dit un truc, je sais plus, c'est un truc assez connu de lui, où en gros, il est interrogé par la presse et il dit qu'en fait, il fait pas des films violents. Il écrit des personnages et c'est ces personnages qui rendent les films violents. Et en fait, tout ça pour dire que il écrit quand même tu vois, c'est pas comme dans Funny Game, quoi. C'est des films de personnages avec des gens qui ont une trajectoire, des sentiments. Oui, c'est ça. Et ça rend la chose beaucoup moins gratuite. Et du coup, ça y a une forme d'humanité quand même. C'est très humain, quoi, à regarder. Mais sur Shinya Tsukumoto, du coup, c'est marrant parce que quand j'ai lancé le film, ça m'a direct fait penser, je suis en mode, ils vont encore dire que j'ai une référence, du coup, je peux pas le dire. Et après, j'ai regardé le cast avant de venir. Ah, mais en fait, s'il joue dedans. Il n'y a pas Julia Ducournau, pourtant. Il n'y a pas Julia Ducournau. Je pensais que c'était à cette réflexion. Et effectivement, quand j'ai vu qu'il jouait dedans, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est normal. Il y a aussi ce discours sur la violence qu'a Shinya Tsukumoto, même avec Bullet Ballet, où c'est pareil, c'est des gangs de jeunes. Marginaux et des membres de gang, quoi, qui sont passionnés par les armes à feu, en l'occurrence dans le film, et ouais, c'est très intéressant. Après, effectivement, le film il est dur, même sur la construction narrative, c'est pas évident, et je m'attendais à ce que ce soit hyper frénétique, que ça pète dans tous les sens, etc. Et en fait c'est pas si frénétique que ça, et il y a quand même des moments de flottement où il y a quand même une narration qui te perd un peu des fois, où tu décroche un peu du film, je trouve. Mais je m'attendais pas particulièrement à ça, tu vois. Moi, je trouve que ça fait cet effet-là. Et en fait, à la fin, tu te dis,
c'était pas si compliqué que. Oui, non, je suis d'accord. Je pense avoir vu. Oui, en fait, tu cherches des plans mentaux de genre de quelles sont les raisons, pourquoi il fait ça. En fait, c'est ça qui est un petit peu qui désarçonne un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, ça, il n'y a pas de raison. En fait, non. En tout cas, elle n'est pas donnée. Non, juste tu regardes le film. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Moi j'aime bien ce film aussi parce que je trouve qu'il y a quand même une puissance du rythme qui est quand même assez incroyable. T'as vraiment la même sensation. Je trouve que c'est une très belle adaptation en fait d'un manga. Sans avoir lu celui-ci, en fait, moi j'ai vraiment eu l'impression de feuilleter. Un manga quoi, et donc d'avoir des scènes justement avec des personnages différents, avec des lieux différents et tout ça, où tu captes pas trop le lien, mais bon, c'est pas grave, tu prends plaisir parce que esthétiquement et visuellement il se passe quand même beaucoup de choses, et c'est drôle en plus. Moi je trouve qu'il y a quand même un humour dans le film qui est hyper fort. Moi c'est ce qui m'a empêché justement d'avoir la nausée. Très vite en fait, moi j'ai trouvé que c'était des personnes, comme tu l'as dit, des personnages qui sont pas ancrés dans notre réalité à nous, c'est une autre réalité quoi. Ils ont d'autres codes, ils ont d'autres choses, et du coup tout est possible quoi. Donc, et la du distance coup, le moment peut se mettre un peu plus facilement aussi quoi. Oui, c'est ça, où il commence à faire tu comprends que chacun a son arme de prédilection, très bien, ok, que quand ils se rendent des aiguilles de façon acupuncture, en fait là c'est carrément des baguettes limite pour manger, c'est des tailles de tricoteuses énormes, et en fait ça devient amusant. Je trouve qu'il y a un truc assez jouissif. Alors moi du coup manifestement ça marche bien très bon public. J'ai trouvé ça très chouette. Après je dois dire qu'il y a quand même des moments, alors je pense que j'étais fatiguée, mais des moments où ça blablate un peu trop. Où là, moi, je fermais un peu les yeux. Moi, c'est marrant, je l'ai pas trop ressenti, mais c'est très chouette. Je pense qu'il y a une, et puis il y a tu l'as dit, mais il y a une espèce de, en tout cas, on retrouve ça beaucoup dans le cinéma. Moi, je le retrouve beaucoup dans le cinéma hongkongais, dans le cinéma de Choi Ark, donc il n'y a rien à voir avec Mickey, mais il y a quand même cette idée de faire des films qui sont très violents, très graphiques, hyper frontaux, assez rythmés, tout ça. En fait, de temps en temps, tu as une impression de foutraque parce que tu passes d'une scène à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de personnages en même temps, et en fait, j'ai un peu l'impression qu'on s'habitue à ce mode de narration-là. Parce que on est des malades mentaux. Mais c'est surtout que là, dans Ichi, il y a quand même suffisamment de choses. Le film est suffisamment rythmé en termes de trouvailles visuelles, gore ou grotesques, pour ne pas s'essouffler. Il y a aussi, on peut aussi admirer la garde-robe de Kakihara. J'adore. Oui, on en a pas parlé, mais qui est quand même assez exceptionnel. Les costumes à paillettes. Lui aussi en violet. Féministe. Pas sûr. Est-ce que c'est un allié mais en tout cas, personnage intéressant, même sur le BDSM et tout, voilà quoi. Déjà, il a une dimension quoi. Ouais, c'est intéressant. Puis, moi, j'ai des petits piercings, il a la bouche. J'adore sa bouche. Il y a une scène incroyable où il retire ses piercings et il attrape la main d'un mec qui lui met un coup de poing. Les seules personnes qui lui donnent du plaisir sont des hommes. Oui. Non, mais on dirait presque le Shinigami de Death Note. Il a vraiment une gueule. Oui, c'est Ichigo. C'est vrai. Il a vraiment une tête très intéressante. Donc non, c'est. Alors pour la petite anecdote, Noémie Merlan, quand elle faisait sa tournée pour son dernier film, comment ça s'appelle ? Les femmes au balcon. Elle a fait une séance interdite. Je sais plus comment ça s'appelle le truc à Beaubourg là. L'homme K2 ? Non, tu sais, le Forum des Images. Au Forum des Images. Elle fait une séance interdite au Forum des Images et elle a choisi Ichi the Killer. En disant que c'était un film qu'elle avait gardé avec elle, qu'elle avait vu trop jeune, et qu'elle avait gardé avec elle toute sa vie et qu'elle prenait plaisir à revoir de temps en temps. Et que, voilà. Mais il y a. Et donc c'est assez marrant parce que c'est bon, là ça a l'air d'être passé à peu près, mais c'est quand même un film qui est assez clivant. Il y a des gens qui s'arrêtent, il y a beaucoup de gens, on peut lire sur internet ou même qui s'expriment en vidéo, qui s'arrêtent au côté graphique violent. Alors, il y a beaucoup de violences faites aux femmes dans le film. Oui. Donc ça, c'est un truc qui peut éventuellement il y a des visages quand même tuméfiés. C'est un peu... C'est assez pénible à regarder. C'est quand même vachement glauque de manière générale. Oui. Donc je comprends tout à fait qu'on puisse s'arrêter et dire non, mais moi je veux pas regarder ça, quoi. Mais c'est un peu plus intelligent qu'un film
Enfin, c'est pas Serbian Movie, quoi. Enfin, c'est pas un film c'est pas du torture porn, c'est pas un film qui prend du plaisir à montrer de la violence gratuite qui n'a pas de sens. Voilà, c'est un film qui en fait quelque chose. C'est un vrai film de genre, moi je trouve, dans le sens premier du terme, quoi. Effectivement, il y a des gens que ça va rebuter, c'est sûr. Ouais. Voilà, et ça en a rebuté d'ailleurs un certain nombre à l'époque, parce que comme l'a très bien dit Lola, le film a été censuré dans tous les sens, dans tous les pays, même en Europe. Faut vraiment trouver la version uncut. Donc, voilà, je crois que là où il a été le plus censuré, paradoxalement, parce que c'était quand même pas les derniers pour faire des films assez bourrins, c'est à Hong Kong, et où ils ont retiré 13 minutes du film. Et puis bon, il a été censuré en Allemagne, en Suède, enfin un peu partout, quoi, dans le monde. Voilà. Donc comme quoi. Aujourd'hui, il est ressorti dans une édition complète où il y a plein de bonus, il y a des interviews que j'ai pu regarder, il y en a quelques-unes sur internet, des acteurs, du réalisateur, de Tsukamoto, qui évoque en fait que des souvenirs assez joyeux autour du tournage du film. L'acteur principal qui joue Kakihara, qui raconte son changement de garde-robe pluriquotidien. Donc voilà. Donc c'est c'est un film. Pas facile quand t'es un peu acteur star d'accepter un rôle. Tu vois, c'est pas évident non plus, quand même. Mais en tout cas, c'est chouette. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais moi j'y ai pensé parce que j'étais à Tokyo il y a 3 semaines et ça se passe à Shinjuku. Donc le quartier un peu yakuza. Évidemment, je n'ai pas vécu ça, Dieu merci. Mais tu ne serais pas là pour nous raconter vu ce qui se passe dans le film. Mais il y a quand même une déambulation dans les rues de Shinjuku qui est super chouette. Peut-être qu'on a plus l'habitude, en tout cas dans les films dont on a parlé dans l'horreur de dimanche, on a peut-être plus vu Séoul par exemple ou d'autres villes. Je pense surtout à Séoul. Mais Tokyo, ce quartier-là, c'est hyper chouette de le voir filmé comme ça. Ouais. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir ces rues-là alors que j'y étais et que moi c'est sympa. Ouais, mais évidemment, je n'ai pas perçu cette sensation. Ah, c'est là le petit boui-boui, c'était sympa. Mais c'est quand même, on filme quand même Tokyo de manière très très belle et je trouve qu'il y a quand même Oui, et puis en dehors complètement des clichés de modernisme de la ville qu'on peut avoir ou de l'aspect touristique, là, c'est vraiment les bas-fonds, c'est des quartiers vraiment. Non, mais oui, paradoxalement, c'est une assez jolie manière de montrer Tokyo, je trouvais. Ouais. Voilà. Et ben voilà, donc notre experte Japon, Lola, notre envoyée spéciale qui va sur spéciale de Raditimo. Ah, on peut faire ça maintenant. On peut se faire. Vas-y, on paye un billet. Tu vas aller où? Je sais pas. C'est pas pour aller stocker Julia Ducournau que tu vas voir. D'ailleurs, j'ai pas vu. Dites-nous si vous l'avez vu peut-être, mais Alpha, ouais. Mais c'est pas encore sorti. 25 août, ouais. Mais il y a des gens qui l'ont vu du coup à Cannes. Il y a déjà la date. Mais attends, je vais demander aux gens qui l'ont vu de te spoiler, quoi. Non, mais tu sais, voilà votre avis un peu à chaud. De toute façon, tu seras pas d'accord, toi tu vas adorer, donc à partir de je sais pas, on va voir. En vrai, on va voir. C'est pas 100%. Moi, j'ai pas vu, mais j'aime bien. Voilà. Moi, j'ai pas vu, mais tu critiques pas. Ok. On revient sur nos latitudes maintenant. Alors attends, oui, pourquoi c'est oui, c'est le prochain film et la musique déjà. Mais... Ah oui, il y a la musique avant. Vas-y. Et donc je crois qu'on passe au film de Lola. Lola, quel est le film que tu as choisi? Oui, moi on refait 222 heures en avion vers l'est et vers l'ouest, pardon, et on arrive dans les zut, j'avais une chance sur deux. Je vais faire plus long, mais... Dans les Pyrénées-Orientales avec Teddy. Bon, alors avec celle qu'on a trouvée vers le bois, ça fait 12. Ouais, c'est à quoi, un chien errant? Un chien errant, mais vous plaisantez ou quoi, un chien errant? C'est le loup qui a fait ça? Que je vous dis qu'un jour il y aura un drame. Et là, aujourd'hui, vous me dites ça? Non. C'est le loup, quoi. Vous faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous on s'en occupera. Oh, je vous parle là. Bon, qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Dégage, Pruneau, y a rien à voir ici. Hein. C'est bon, je reste derrière le scotch. Ça sert à quoi d'en mettre sinon? Oh. Écoute, tu nous as déjà merdé ce matin, hein. Alors tu continues pas, parce que sinon tu vas te la manger, ta garde à vue, je te le dis, moi. Hein. Ça suffit, hein. C'est le loup ou pas? Eh gros.
Est-ce que c'est le loup, c'est le loup ou pas c'est le loup ou pas gros. Bon, déjà, scène incroyable. Bah oui. Avec le scotch. C'est bon, je reste. Ça sert à quoi? Ouais. Du coup, un film français des frères Boukerma, Ludovic et Zoran, qui est sorti en 2020. Donc Teddy, je le rappelle. Avec, vous l'avez entendu, le grandiose Anthony Bajon, qui joue le rôle principal de Teddy. On a aussi Ludovic Torrent, qui a aussi un super rôle, celui de Pépin. Christine Gauthier, pour la citer, qui a aussi un rôle important, Rebecca, et Noémie Lvovsky, qui joue Ghislaine. Et j'ai réussi à dire son nom, je ne le redirai pas. De quoi ça parle, Teddy? Alors, donc, comme je le disais, c'est dans un village un peu paumé dans les Pyrénées. Le loup sévit et tue des troupeaux entiers de moutons, en l'occurrence, mais d'autres animaux, ce qui attise la colère des villageois. Et la curiosité de Teddy, un ado qui a arrêté l'école assez tôt et qui vit avec son oncle Pépin. Le Bref. Le Bref. Pépin le Bref. Mais alors, est-ce qu'il l'appelle Pépin parce que son nom de famille c'est Le Bref ou est-ce qu'il s'appelle vraiment Pépin? On ne sait pas, mais c'est la petite blague du film. Voilà. Et il vit aussi avec une vieille dame. Alors, il y en a qui disent que c'est sa grand-mère, mais lui, il l'appelle Tati. Donc c'est pas très important, mais en tout cas c'est une vieille dame qui semble avoir une maladie neurodégénérative et qui de temps en temps dit le mot salami. Oui, c'est beaucoup estomac. C'est le running gag un peu du film. Et voilà. Et un jour, Teddy se fait mordre par un animal mystérieux derrière un buisson. Voilà pour le résumé. Donc c'est clairement un film que j'ai hésité à prendre pour l'épisode précédent sur l'adolescence. Mais là, c'est cool d'en parler dans cet épisode parce qu'il y a un rapport plus particulier au poil, précisément, et moins à l'ensemble du corps adolescent, comme ce dont on avait déjà pu parler avant. Donc moi, Teddy, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très très bien. Tellement bien que je pense, et je ne suis pas la seule parce que j'ai vu que c'était passé dans pas mal de critiques, mais il a été défini un peu comme le prototype du film de genre français. Et je suis très d'accord avec cette affirmation. Quand tu dis ça, tu veux dire... Télérama, clairement. Voilà. Non, mais j'ai cité, tu veux dire que j'ai Et ça veut dire que c'est le film d'horreur français tel qu'on voudrait en voir plus ou le film d'horreur à la française? C'est le modèle du film de genre okay. français. Enfin, voilà. Donc, j'allais te donner des exemples, mais tu m'as coupé. Donc, peu de moyens, quasi pas d'effets spéciaux. On a des alternances de plans crades, un peu moches, avec des plans beaucoup plus léchés, où là, ça va être plus travaillé. On va rechercher un vrai cadre, une vraie lumière, une vraie composition de l'image. Et on parle c'est une satire sociale et il y a énormément de créativité dans la conception du film. En parlant de créativité, et pour en revenir aux poils, parce que moi je suis plutôt partie dans les poils, je l'ai dit. On a fait les cheveux. Moi, mon truc c'est plutôt les poils. Ouais. Voilà, vous réécouterez l'épisode, mais oui, bien sûr. Mais voilà. Et je suis en train de me rendre compte que j'essaie de faire des transitions entre mes parties, mais que je suis en train de les forcer aux chausse-pieds. C'est pas grave. Du coup, là, les poils. C'est dans Teddy l'outil principal du malaise, en les faisant pousser, en l'occurrence, dans l'œil ou sur la langue. En fait, c'est les deux grands trucs du film. Et ça marche très, très bien. Ouais. Parce que ça coûte pas cher à faire et ça dégoûte. Voilà. Donc, voilà. Donc, dans Teddy, on parle aussi de Teddy. C'est vraiment pas terrible comme début de phrase, mais bon, je continue. On parle d'un jeune homme, donc qui va enfin là, on parle d'un jeune homme, et ce qui va permettre de s'interroger entre autres sur la notion de virilité et des dangers des dangers qui découlent de cette notion, surtout pendant le développement du garçon. Et justement, Teddy, il se la joue un peu dur comme ça, notamment pendant une scène d'intro où il y a la Marseillaise et tout, où il fait un peu il fait des doigts d'honneur au policier. Le kéké. Il fait des doigts d'honneur. Mais en fait, il incarne pas du tout cette énergie soi-disant masculine qu'on peut se représenter quand on parle de virilité. C'est un garçon qui va être sans arrêt, en tout cas pendant le film, rabaissé par des mecs plus musclés, plus riches, plus éduqués que lui. Il va
il travaille aussi, enfin, il est contraint de travailler dans un salon de massage avec la terrible Ghislaine, alors que lui, il voulait travailler au Quick. Ça, pas du tout. Au Quick, mais la boîte d'intérim, ils se sont trompés. Donc, au doigt de Ghislaine, il est tout de rose vêtu et humilié par sa patronne qui le harcèle et l'agresse sexuellement. Et puis, c'est pas non plus qu'une histoire de poil. Là, je fais plus du tout de transition dans mes parties, mais c'est pas grave. Voilà, Teddy, le personnage de Teddy, c'est surtout un marginal en colère qui est victime d'injustices dues à sa classe sociale et pour qui le passage vers la vie d'adulte va pas amener. N'amène globalement que des trucs nuls, notamment la fin du premier amour, l'incertitude quant à son avenir. Bref, pour lui, dans cette mutation-là, il n'y a pas d'épanouissement possible. Donc, pour quelle autre mutation opter quand finalement on ne rentre pas dans ce moule ? Là, c'est là que le trope du loup-garou va arriver et que ça devient intéressant. Ça devient l'exutoire de la colère de Teddy qui hurle littéralement le désespoir d'une jeunesse laissée pour compte dont lui fait partie. Donc il n'a pas de parents, pas de diplôme, pas d'argent, pas de perspective de vie décente et heureuse. Voilà, donc en fait c'est présenté comme une comédie horrifique, mais c'est assez dramatique finalement. C'est très drôle, mais c'est pas si drôle que ça. Et les réalisateurs, donc je l'ai dit, ce sont 2 frères, mais ce sont 2 frères jumeaux qui viennent eux aussi d'un milieu rural, comme leur personnage. Et moi, je trouve, ça leur a été reproché de faire un peu les Parisiens qui ont fait une école parisienne de cinéma et qui ont après un regard sur le milieu rural, mais moi je trouve qu'ils filment avec beaucoup de tendresse et d'humour leurs personnages et je trouve ça vraiment drôle. En fait, je trouve qu'on se moque jamais vraiment des personnages, c'est juste drôle et puis encore une fois c'est drôle, mais ils arrivent à en faire quelque chose de triste, donc voilà, c'est pas juste un foutage de gueule, d'après moi. Ils ont réussi à trouver un bel équilibre entre l'humour et le reste, donc voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a vraiment fait rire et qui parle de plein de choses intéressantes sans s'en moquer, et moi je trouve. Après, voilà. Bah oui, non, mais t'as raison. Je sais pas pourquoi tu ne veux pas t'affirmer là-dessus, mais parce que regarde, tous les personnages, quand il leur arrive des trucs, t'as été triste et tout. Bah enfin, oui, vois, de fou. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais... T'es en empathie complète avec eux, donc ça veut dire qu'ils se foutent pas de leur gueule, quoi. Et puis pour moi, ça s'inscrit plus genre dans une veine proche de celle de Bruno Dumont. Notamment il a été cité, mais ça a reproché, on leur a reproché de citer Bruno Dumont. On peut tout reprocher tout le temps à tout le monde. Oui, non, mais voilà, mais moi je suis d'accord, mais voilà, je ne dis pas que mon avis est l'avis universel et que voilà. Mais c'est juste que je suis d'accord. C'est juste que les gens qui ont des avis de merde, bon. Justement, je trouve qu'ils arrivent à éviter l'écueil, tu vois, de ça. Pour moi, Bruno Dumont, c'est sûr que c'est une de leurs références. Enfin, même d'un point de vue esthétique, ça se ressent. Moi au départ j'avoue que j'ai eu un peu peur genre de cette image là que je trouve qui est assez proche du documentaire parfois et qui pour le coup, moi, je suis parisienne, donc j'ai le droit d'être spécialement con et condescendante surtout. Non, mais tu vois, qui peut être un peu le marqueur d'un manque de moyens. Pour autant, j'ai noté qu'il y avait plein de plans que je trouve trop beaux. Ouais. Vraiment, genre notamment le moment où Pépin enlève la griffe de l'animal ou la dent, on ne sait pas trop, dans le corps de. Le fameux moment où il lui dit Pépin, t'as des mains qui ressemblent à des pieds. Oui, et qui lui dit ça va faire mal, attention, et tout ça. Je trouve que cette scène de salle de bain, elle est hyper jolie. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça beau. J'ai trouvé que Anthony Bajon, c'est quand même incroyable ce qu'il fait dans ce film. Il est super, quoi. Il n'arrête pas de changer justement de
d'attitude. Quand il a ses petites lunettes, il est absolument adorable. Il a vraiment un côté d'enfant. Puis il y a des moments où il est beaucoup plus adulte. Il est un peu teuteux quand il s'y met, quoi. Effectivement, on rit pas des personnages, on rit des situations, surtout dans lesquelles ils sont. Parce que toutes les situations où il est au travail, notamment où il parle, où il se retrouve à masser des gens alors qu'il n'a pas envie de le faire, et donc il essaie de trouver des excuses dans la formule qu'ils ont choisie pour dire ah non, c'est pas dans la formule, dans la Kosamui. L'arrêt du cul. Non, mais il dit dans la Kosamui, il n'y a pas les pieds, faut pas se taper. Faire ça, je trouve ça vraiment très drôle. Les pieds du maire, ouais. C'est un chouette film. Après, bon. Moi, c'est juste le côté, oui, c'est le proto-film français d'horreur. Bon, je pense qu'on peut faire plein d'autres choses. Ouais. Je vois ce que ça veut dire, j'entends, je comprends. C'est plutôt un chouette film. Voilà, après, j'espère qu'il n'y a pas que ça, quoi. Ces formules-là, ça va 2 secondes quand même. Mais oui, même sur le truc. De critiquer Télérama. Oui, écoute, voilà, on n'a pas de partenariat avec eux. Là, c'est sûr que non. C'est fini, là. Mais oui, mais même sur le fait de... Enfin, pour moi, le film, en plus, se moque de manière évidente des autres lycéens avec des familles riches qui grandissent dans le coin, mais beaucoup plus. Et en fait, Teddy, la relation qu'il a du coup avec Pépin et sa tati, elle est très douce, en fait. Et c'est quelqu'un qui prend soin de ses relations du coup avec le peu de famille qui lui reste. C'est quelqu'un d'intentionné. Et en fait, je trouve qu'en fait, le film veut nous faire croire qu'il va un peu se moquer de ça au début, pour ne pas le faire du tout et pour beaucoup plus se moquer de cette petite jeunesse dorée un peu qui grandit à côté de lui et qui l'exclut socialement de plus en plus, quoi. Donc non, c'est très chouette et l'humour est très bien géré, très bien dosé. J'ai vraiment rigolé pendant beaucoup de scènes. Et puis oui, c'est vrai que tu as raison, il y a ce truc-là ça sent que c'est un film avec un petit budget, mais en même temps, il y a vraiment aussi cette idée de, quand même, sur certains plans ou certaines scènes, de faire quelque chose de chiadé, quoi, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens. Et ça se ressent, je trouve. Et moi, j'adore le personnage de Rebecca. Moi aussi, j'adore. C'est un super personnage adolescent. Sa copine, on l'a pas dit dans le résumé. Oui. Sa copine qui en fait se sépare de lui petit à petit parce que elle lui explique que elle va partir pour ses études et qu'elle reviendra pas, en fait. Alors que Teddy, lui, comme tu le disais très bien, il peut pas bouger, quoi. Il est condamné à rester là. Et je trouve que cette actrice, Christine Gauthier, elle a un visage absolument incroyable à filmer, avec une cicatrice sur le visage d'acné là, que je trouve hyper beau. Enfin, vraiment, je trouve que le casting il est fou, en fait. Ouais. Ouais, moi c'est un film qui me touche beaucoup. Je l'ai vu pendant sa sortie au cinéma, puis je crois que je l'ai revu un peu. Quand j'ai vu qu'il était sur les plateformes, j'ai regardé quelques scènes, puis là je me le suis rematé avec grand plaisir. Je pense que c'est un peu lié au fait que je crois que j'ai connu des gens comme Teddy. Parce que nous on a été un peu éduqués dans un milieu rural, alors avec des parents qui étaient des néo-ruraux, mais donc on avait tout ce biais là, voilà. Mais en tout cas je crois avoir été un peu au collège et tout ça avec des gens comme Teddy, et je le percevais pas à l'époque et je le perçois maintenant, et je trouve ça important et bien qu'on puisse parler des gens, parce que en fait c'est un vrai enjeu, mais de ces gens dont personne ne veut. L'école n'en veut pas, leurs copains, leurs copines n'en veulent plus parce que ils aspirent à quelque chose de meilleur. Ils n'ont pas trop de famille, le monde professionnel n'en veut pas. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui se retrouve, Teddy, dans une situation où personne ne veut de lui. Et la réponse qu'il va trouver à ça, c'est une réponse de colère. Et en fait, la fin, elle est dure parce que c'est une fin quasiment c'est une fin de tragédie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle est inéluctable. On peut pas cette fin-là, il peut pas y avoir d'autre fin. C'est-à-dire que personne ne veut de ce mec-là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, on le tue. Ouais. Et donc, je trouve que pour avoir compris ça. Je pense qu'il faut avoir un regard. Moi, c'est des trucs que j'avais pas compris, quoi. Je veux dire, quand j'avais cet âge-là, et voilà. Et donc, je pense que pour avoir compris ça, il faut avoir un recul et un regard sur, sur des trucs simples auxquels il faut revenir de temps en temps, que sont la lutte des classes, mais en tout cas, il faut avoir ce recul-là pour pouvoir en parler comme ça. Et donc, moi, je trouve que le film
ultra stylé de ce point de vue-là. Après, c'est vrai que il y a des trucs qui visuellement sont pas très très poussés. La transformation de Teddy à la fin. Oui, mais ça on l'excuse assez facilement. Mais on l'excuse assez facilement. Et voilà. Et je suis d'accord avec Camille sur le personnage de Rebecca, qui est un personnage hyper intéressant dans le film, qui est cette espèce de... Il y a 2 personnages féminins qui sont très importants, en fait. Ouais. Mais elle est voilà, parce que c'est elle l'utilise en fait. Enfin, elle utilise, non, ça lui prêterait des intentions néfastes qu'elle n'a pas, mais elle est comment dire, elle est portée par Teddy à un moment donné, qui lui est en admiration. Ils ont une espèce de relation asymétrique, qui existe très souvent, qu'on a déjà vu, qu'on connaît forcément. Et elle voit en lui une espèce d'échappatoire à son carcan familial, un peu de bourge enfin voilà quoi. Et le moment où elle comprend qu'en fait elle mérite mieux que ça, mais parce qu'en fait c'est pas elle qui le décide, c'est son environnement qui lui, c'est son cercle social et son environnement qui lui impose quoi. Et donc cette trajectoire de personnage, elle est super aussi. Donc voilà, le couple Teddy Rebecca, c'est un truc, c'est un moment de la vie qui est pas souvent filmé. Chez Bruno Dumont, peut-être d'une manière vraiment plus crue et peut-être beaucoup plus énervée, notamment comment il s'appelle le Dumont là, un de ses premiers là. Merde, bon c'est pas grave. Mais c'est un moment de la vie qui est pas souvent filmé. Enfin, c'est un moment de la vie dans une catégorie sociale, dans une catégorie de personnes, dans un environnement qu'on voit pas souvent. Donc pour ça, le film est stylé quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que moi je trouve que c'est très bien amené avec très peu de choses en fait. Tu vois, tu comprends la situation familiale de Rebecca en un plan. Quand il arrive chez elle et que personne lui ouvre la porte, son père est sur son ordi en train de répondre à des mails pro et sa mère est à côté et elle fait mine d'ignorer aussi. Et elle a aucune interaction avec ses parents. Et en fait, t'as rien vraiment dans le film. C'est pas vraiment des scènes, c'est des amorces de scènes, mais juste avec quelques plans, tu comprends très bien les situations des gens. Bah ouais. Oui, qu'il n'est pas bienvenu là, quoi. Ouais. Sans s'épandre avec des dialogues interminables ou un truc larmoyant et tout, hein, tu vois. C'est vraiment bien fichu. Ouais, puis même ce rapport à l'espace, parce que quand on habite dans un milieu comme ça, à la campagne, t'es dépendant de la voiture ou de tes parents pour t'emmener quelque part. Et donc, Teddy, c'est ce marginal un peu libre qui conduit son propre camion et tout ça. Et donc, il incarne un peu une forme de liberté dans ce truc-là. Il veut une maison, il veut... voilà, et voilà. Enfin, moi, ça me touche. Je comprends, chouette film. Et oui. Et la fin qui prend au dépourvu, effectivement. Moi, je pensais pas. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre fin possible, quoi. Non, c'est ça, moi, c'est ce que je me disais. Mais vu le ton du film, je pensais pas non plus que ça allait être... Oui, mais en fait, la figure du lycanthrope, je pense que c'est vraiment une figure où c'est très difficile de la faire... Enfin, c'est vraiment la sauvagerie enfin, la prédation qui se fait allumer à chaque fois, quoi. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de films dans lesquels ça se finit bien, quoi. Si, dans Twilight. Ah oui, oui, parce que après, il a envie de rouler des pelles à un bébé, donc je sais pas si ça finit bien, il va finir au cachot, lui, mais le vieux Jacob, là, au dégueulasse. Il n'y a pas ça dans tes qui a posé son empreinte sur Onesme, là, donc non, c'est pas une super fin, ça. Hein. Écoute, qu'il appelle Nessie. Bon, bref. C'est pas normal que mon cerveau n'efface pas ces informations. C'est vrai. Please do. Ça me les a réveillés, là. Le PTSD de... Faudra qu'on fasse une saga comme ça. Je sais pas quoi faire. On va réfléchir. Mais... Je sais pas. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, quoi. N'hésitez pas si vous avez des suggestions. Ouais. On peut nous recommander des trucs. Hein. Ouais. Bon, et en parlant de recommander des trucs, est-ce que ce serait pas le moment de se dire au revoir autour d'une petite volée de recommandations, qu'elles soient d'ordre culturel ou culinaire? On va encore en avoir 25. Culinaire. T'as une reco culinaire, toi? Non, mais Lola, elle en a souvent. Donc, mais Lola, elle a très envie de pisser. Alors, qui commence du coup là tout le monde est sur son téléphone, sympa l'ambiance. Moi j'ai une pastèque. Ok, alors je commence alors. Vas-y. T'en as combien? Une. Ah ouais. Une seule. Moi c'est une réconciliation. J'ai regardé le week-end dernier Baby Invasion, le dernier film d'Harmony Korine.
C'est vachement bien. Ok, bon. Ah allez. Mais, La réconciliation. Le retournement de veste. Non, mais c'est pas un retournement de veste, parce que comme je vous l'avais dit dans l'épisode de la Discord, j'aimais bien Harmony Korine dans ses premiers films et tout ça. Je trouvais juste que Spring Breakers c'était naze. Mais non, Baby Invasion c'est vachement bien. C'est pas vraiment un film. Enfin, si, c'est un film, mais c'est de mieux en mieux là. Non, mais c'est plus une expérimentation. C'est plus une expérimentation autour de plein de procédés d'image et tout ça, autour de plein de formes, enfin d'une forme en l'occurrence. Hein. C'est un film qui prend la forme un peu d'un jeu vidéo à la première personne et qui met en scène une équipe de personnes qui sont des joueurs avec des masques de bébés qui vont braquer des gens dans des maisons. Voilà, donc c'est assez exceptionnel parce qu'il y a vraiment tous les codes visuels du chat Twitch. Ou même du channel Discord, enfin tous ces codes visuels là qui sont repris pour en faire un objet qui est vraiment hypnotisant quoi. Enfin, le film est incroyable et la musique c'est Burial, donc Burial qui est un mec qui fait de l'électro, un britannique, un londonien. Qui fait de la musique électronique super bien, qui a déjà collaboré avec Massive Attack, plein de gens. Enfin, voilà. Et donc c'est lui qui a la musique et la bande son est exceptionnelle. Voilà. Le film est pas très long, mais c'est tellement expérimental que voilà, il fait la bonne durée. Je crois qu'il doit durer 1h15. Ah oui. Voilà. Donc c'est et alors il est sorti que sur les plateformes, il est pas sorti en salle. C'est vraiment dommage parce que visuellement c'est de la frappe. Enfin voilà, c'est. Voilà. Il est revenu à un truc vraiment dépouillé quoi, qui est. Qui lui va super bien, je trouve. Voilà. Et le film est pas trop, est pas boomer quoi. Enfin, il n'y a pas un propos bizarre, réactionnaire sur les jeux vidéo et tout ça. Je pense que c'est vraiment une expérimentation autour des codes du jeu vidéo, mais il n'y a pas un propos pour dire que ça rend con et tout ça. Donc ça, vous pouvez y aller quoi. Ah, ça change. Oui. Non mais voilà. Donc c'est bien. Voilà. Donc Baby Invasion de Harmony Korine. Voilà. Qui c'est qui s'y colle après, Lélé? Ouais. Oui. Moi, je vais vous recommander un journaliste, en tout cas son compte Insta. Après, vous pourrez diguer les autres trucs qu'il fait. C'est David Bolito. Son compte Insta, c'est Bolitoride. Et en fait, c'est un journaliste spé musique, du coup, qui digue plein de musique. Ah oui, je suis dessus. Là. Ouais. Ah, il a une bonne tête. Il a une bonne tête, il est très sympa. Il fait des trucs pour Grunt. De faire des anglicismes parce que mes parents ils comprennent pas. Ah ouais, bah en gros, il creuse plein de scènes musicales et il a plein de. En fait, il connaît tous les courants musicaux un peu marginaux de base et il les raccroche avec des albums récents ou des petites trouvailles qu'il fait un peu partout. Il fait des trucs pour Grunt, du coup, si vous connaissez, et pour Waf Waf Croquette, qui est sa revue, je crois, un peu en mode fanzine. C'est sans la croquette. Waf Waf Croquette. Et pour rester un peu dans le thème du film que j'avais sélectionné ce soir, enfin, en tout cas que Lola m'avait suggéré, qui était très chouette, il n'y a pas longtemps, il a publié en partenariat avec Consent Info un article en gros sur la fétichisation en milieu festif pour les personnes racisées, notamment sur les cheveux en mode je peux toucher tes cheveux, magnifique, machin, etc. quoi. Donc aussi très chouette. Ouais, sujet très intéressant. Donc vous pouvez aller voir son Insta, il y a vraiment plein de petites vidéos très intéressantes. Vous pouvez aller lire ses articles aussi. Si vous êtes passionné de musique, franchement foncez, ça vaut grave le coup. Voilà. Ok. Et ben moi, on reste sur la musique. Moi, je vous conseille l'album de Lord Kez, Lordkez. Si vous en avez un peu ras-le-bol de Tyla, cette charmante chanteuse sud-africaine qui, enfin, c'est pas de sa faute, hein, c'est juste que ses sons tournent en boucle partout. Je vous conseille Lord Kez, qui est aussi sud-africaine, qui est aussi un peu du même courant, pop, soul, avec un peu de hip-hop et tout ça. Elle a une voix super. C'est très doux, très ensoleillé, parfait pour l'été, quoi. Voilà, photo d'elle avec. Moi, je fact-check toutes les recos. Et son album s'appelle You, Me and the 90s. Ok, photo d'elle avec un serpent qui me terrifie. Bon voilà, sur Google Images. Mais je pense que c'est un faux serpent, tout va bien. Elle a le droit. Et Lolo.
Ouais, moi je viens seulement de me rendre compte du rapport avec les cheveux, mais je reste dans un truc un peu plus... Je reviens dans un truc un peu plus léger. Il y a la saison 3 de Ginny et Georgia qui est sortie. Donc voilà, je parle des cheveux parce que Ginny est une enfant qui a une mère blanche et un père noir, et voilà, dont les cheveux attisent beaucoup la curiosité de ses camarades de classe. Mais c'est surtout une très jolie série pour les adolescents. On a eu 13 Reasons Why qui est sorti quelques années avant, qui parlait du suicide chez les adolescents, de toutes les problématiques liées à cette phase-là qui est compliquée. Et Ginny et Georgia, elles l'abordent un peu différemment. Là, c'est plus une relation mère-fille. Elles se définissent comme les Gilmore Girls, mais c'est beaucoup plus moderne, je vous rassure. Et c'est chouette. J'aurais bien aimé voir ça quand j'étais adolescente, en tout cas avoir des modèles comme ça, même d'amour, de relations sexuelles, de parents. Et voilà, c'est assez léger, mais finalement pas tant que ça. Ok, ça a l'air bien. Ça a l'air mieux que 13 raisons pourquoi. Moi, j'avais pas trop aimé. Mais 13 raisons pourquoi. Je trouve ça mieux. Je trouve ça plus intelligent. Ok. Mais voilà, chacun est libre de penser. Ok, bon bah cool, hein. Cool. Bah là, il y a de la lourde reco là. Hein. Oui. Voilà. Donc bah n'hésitez pas du coup à mettre des étoiles et tout. Et les films ils étaient bien les films. Hein. Ouais. En vrai. Là, la sélection était belle. Je sais pas, il y a de la qualité, ça mérite au moins 5 étoiles. C'est pas foutu de votre gueule, quoi. Ça mérite minimum 5 étoiles. Et 5 étoiles et un mot gentil quelque part. Voilà. Non, mais je fais la manche aux étoiles à la fin. Mais en vrai, vous en avez mis. C'est bien. Hein, le podcast, il vit bien. On est content. Enfin, il tourne. Donc c'est bien. Continuez d'écouter. Bah non, mais c'est vrai. Mais quand on dit sa vie, ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Donc, Ah non, oui, non, mais on gagne pas d'argent. Voilà. Je précise. Vous pouvez en donner, mais non, on gagne pas. Et je vais mettre mon RIB dans la description du prochain épisode. N'hésitez pas à faire un virement. Voilà. Et puis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode dont on ne connaît pas encore le thème. C'est la surprise pour nous aussi. Voilà, comme d'habitude. Et puis, il y aura un invité peut-être bientôt aussi. Ouais. On a très hâte. Lui, je crois qu'il a hâte aussi. Donc, Sabine voilà. Donc, une petite private joke pour faire du teasing. Voilà. Et écoutez, merci encore une fois. Des bisous. À bientôt. Bisous. Ciao. Ciao. Bisous.